On raconte que l'industrie du cinéma, ce monde scintillant où les rêves se façonnent et se brisent en un clin d'œil, a le pouvoir de créer des icônes immortelles, mais aussi de les démolir avec une facilité déconcertante. Un mot mal placé, une jalousie larvée, un rôle subtilisé ou même un simple regard chargé de mépris peuvent suffire à ébranler une trajectoire qui semblait promise à l'éternité. Personne ne comprend cela mieux que Sophia Loren, cette légende vivante du 7e art italien qui, pendant plus de 60 ans, a illuminé les écrans du monde entier par sa grâce incomparable, sa beauté envoûtante et un talent qui transcendait les frontières. Née Sofia Villani Cicolone en 1934 dans une Italie marquée par la pauvreté et la guerre, elle a gravi les échelons de la gloire avec une détermination farouche, transformant ses origines modestes en un atout qui la rendait authentique et relatable aux yeux du public. Dès ses débuts dans des films locaux, elle captivait par son charisme naturel, ses courbes généreuses et son regard expressif qui pouvait passer de la vulnérabilité à la force en un instant. Mais derrière les applaudissements, les flashs des photographes et les récompenses prestigieuses, se cachait un univers impitoyable fait de rivalités sournoises, de trahison et de lutte pour la suprématie. Aujourd'hui, à l'âge vénérable de 90 ans, Sophia Loren, qui a traversé des décennies de triomphes et de tourments, décide de lever le voile sur ces ombres qui ont failli ternir son éclat. Elle révèle, avec une franchise désarmante, les 5 figures du cinéma qui, par leurs actions délibérées ou involontaires, ont contribué à éroder sa carrière, morceau par morceau, la forçant à se battre pour préserver son héritage. Ces révélations ne sont pas seulement des anecdotes croustillantes, elles peignent un portrait nuancé d'une époque où les femmes, même les plus talentueuses, devaient naviguer dans un océan de machisme, de jalousie et de scandales fabriqués pour survivre. Parmi ces ombres qui planent sur son parcours, la plus poignante reste sans doute celle de Cary Grant, cet amour interdit qui a marqué son cœur et altéré le cours de sa vie professionnelle. Pour Sophia Loren, la véritable tragédie de sa carrière n'a pas résidé dans un échec cinématographique retentissant ou une critique virulente qui aurait pu la reléguer aux oubliettes, mais plutôt dans cette passion dévorante avec un homme qui, sans le vouloir peut-être, a détourné son destin. Tout a commencé sur le tournage de La Flamme et la chair en 1957, un film d'aventure épique adapté d'un roman de C.S. Forester, se déroulant pendant les guerres napoléoniennes en Espagne. À cette époque, Sophia n'avait que 23 ans, une jeune femme radieuse originaire de Pozzuoli, près de Naples, encore imprégnée de ses racines italiennes et apprenant laborieusement l'anglais pour s'imposer à Hollywood. Elle était fiancée secrètement à Carlo Ponti, un producteur italien plus âgé qu'elle, qui l'avait découverte et guidée dans ses premiers pas au cinéma. Cary Grant, quant à lui, était une icône incontestée, âgé de 53 ans, avec une élégance raffinée et un charisme magnétique qui le rendait irrésistible. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il semblait appartenir à un monde inaccessible, fait de glamour hollywoodien et de rôles inoubliables dans des classiques comme La mort aux trousses ou Charade. Pourtant, dès leur première rencontre sur le plateau, une étincelle s'alluma. Sophia se souvient encore de ce moment où elle aperçut son profil parfait à la porte du studio. « J'ai cru que j'allais m'évanouir », a-t-elle confié plus tard dans ses mémoires. Il incarnait à la perfection l'image qu'elle se faisait de lui à l'écran, charmeur, sophistiqué, presque surnaturel. Malgré la différence d'âge flagrante et leurs engagements respectifs, ils sombrèrent dans une liaison passionnée qui les consuma. Grant la courtisa avec une intensité surprenante, lui envoyant de longues lettres empreintes d'une spiritualité presque mystique, où il l'exhortait à prier avec lui pour trouver la force de quitter leur partenaire. Dans l'une d'elles, il écrivait « Si tu penses et pries avec moi, pour la même chose et le même but, tout ira bien et la vie sera bonne. » Il l'appelait chaque matin, lui faisait livrer des bouquets de fleurs quotidiennement et lui offrit même 2 bracelets en or gravés, symbole de protection selon lui. Une autre missive révélait sa vulnérabilité. « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie. Et moi aussi, je prierai jusqu'à la semaine prochaine. Adieu Sophia. Cary. » Sophia, naïve et éblouie, crut en ses promesses. Elle vit en lui l'homme noble et tendre qu'il incarnait dans ses films, persuadée que cette façade cachait une réalité authentique. Elle rêva d'un divorce, d'une vie commune loin des projecteurs, mais Hollywood, ce royaume des illusions, ne tarderait pas à la ramener à la dure réalité. En 1957, alors qu'elle attendait toujours que Grant concrétise ses engagements, une lettre froide et brutale lui parvint de Betsy Drake. « Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène avec lui est terminée. » Ce fut un choc dévastateur, une humiliation qui la fit réaliser que l'homme qu'elle idolâtrait n'avait fait que jouer la comédie, non seulement devant les caméras, mais aussi dans l'intimité. « J'ai cru autrefois que les hommes pouvaient être aussi tendres que les rôles qu'ils interprétaient », avoua-t-elle des années plus tard.
Mais il jouait. Et moi, j'étais vrai. Brisée par cette révélation, Sofia se tourna vers Carlo Ponti, qui la courtisait patiemment depuis des années. Elle accepta sa demande en mariage, non par une passion dévorante, mais par une forme de résignation sécurisante. Cependant, ce choix entraîna une cascade de complications. Ponti étant encore marié selon les lois catholiques italiennes, qui ne reconnaissaient pas le divorce à l'époque, leur union secrète par procuration au Mexique fut condamnée par le Vatican. Sofia fut accusée de bigamie, ostracisée dans son pays natal, et contrainte à l'exil en France et en Suisse pendant plusieurs années. Ce scandale, amplifié par la presse, ternit son image et freina son ascension à Hollywood. Au lieu d'un mariage glamour avec Grant qui aurait pu la propulser au sommet des stars américaines, elle se retrouva engluée dans une controverse qui la fit passer pour une femme scandaleuse. Les studios, craignant les répercussions morales dans une Amérique puritaine des années 1950, hésitèrent à lui confier des rôles majeurs. La Flamme et la chair marqua le début, mais La blonde explosive, Ouzboat en 1958, scella la chute. Ce rôle, initialement destiné à Betsy Drake, fut imposé à Sofia par Grant lui-même, ce qui alimenta les rumeurs de ménage brisé. La presse la surnomma « briseuse de foyer », et les producteurs prirent leur distance, redoutant les remous publics. Le réalisateur Melville Chavelson admit plus tard que la tension sexuelle entre eux était trop réelle, rendant le tournage chaotique. Malgré tout, en 1966, Sofia put enfin épouser légalement Ponti après des batailles judiciaires épuisantes. Cette stabilité lui permit de se reconstruire, mais le dommage était irréparable. Hollywood la catalogua comme trop européenne, trop scandaleuse, trop difficile, lui faisant perdre des opportunités qu'elle méritait. Grant, de son côté, poursuivit sa carrière sans encombre, se remariant et restant adulée. Sofia, elle, dut lutter pour s'imposer comme une actrice sérieuse. Son Oscar pour La Ciociara en 1961, où elle incarna une mère dévastée par la guerre, fut une victoire née de sa résilience, non du soutien des studios américains. Cette affaire avec Grant ne fut pas seulement une déchirure personnelle, elle illustra comment une liaison, même passionnée, pouvait être instrumentalisée pour miner la crédibilité d'une femme dans un milieu dominé par les hommes. Sofia, avec sa force intérieure forgée par une enfance difficile ou marquée par la faim et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, transforma cette épreuve en fioul pour sa carrière. Elle multiplia les rôles variés, des comédies légères aux drames intenses, prouvant qu'elle était bien plus qu'une beauté fatale. Pourtant, les cicatrices restèrent, rappelant que derrière chaque sourire à l'écran se cachait souvent une bataille silencieuse pour la dignité. Si Cary Grant représenta l'amour destructeur, Marlon Brando incarna l'humiliation flagrante, franchissant une ligne rouge qui marqua Sofia au fer rouge. Cette légende du cinéma américain, connue pour son génie rebelle dans des chefs-d'œuvre comme Un tramway nommé Désir ou Sur les quais, croisa le chemin de Sofia sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong en 1967, le dernier film réalisé par Charlie Chaplin. À cette période, les deux acteurs étaient des titans internationaux. Brando, avec sa méthode acting révolutionnaire inspirée de l'acteur studio, avait redéfini le jeu masculin, apportant une intensité brute et une vulnérabilité qui fascinait. Sofia, déjà oscarisée, apportait son glamour européen et sa profondeur émotionnelle. Le projet promettait un miracle, une comédie romantique légère à bord d'un paquebot, pleine de charme, d'humour et de glamour, avec Chaplin aux commandes, ce génie du muet qui tentait un comeback. Mais au lieu d'une collaboration harmonieuse, ce fut un cauchemar, un épisode qui révéla les pires aspects du machisme hollywoodien. Dans ses mémoires Hier, aujourd'hui, demain, ma vie, Sofia relate l'instant pivotal avec une clarté glaçante. Lors d'une scène, Brando posa soudainement ses mains sur elle de manière inappropriée, un geste de harcèlement flagrant devant l'équipe entière. Elle se tourna calmement, souffla dans son visage comme un chat en colère et lança « N'ose jamais plus recommencer, plus jamais ». Ces mots résonnèrent comme un éclat de verre sur le plateau. Brando, intouchable icône, parut soudain petit et honteux, désarmé par le regard perçant de Sofia. Il ne réitéra pas, mais le mal était fait. Cette violation ne fut que le prélude à une dégradation de leur relation professionnelle. Les scènes censées dégager de la tendresse se muèrent en échanges froids et tendus, la chimie supposée se dissipant en gestes rigides et regards évités. Brando, déjà notorieux pour son arrogance, ses retards chroniques et son comportement difficile, devint ingérable. Chaplin lui-même le réprimanda publiquement pour avoir fait attendre l'équipe, réduisant sa voix à un murmure éteint. Mais même l'autorité du maître ne put dissiper l'hostilité ambiante. À une époque où les actrices subissaient souvent en silence pour préserver leur carrière,
Sofia choisit la défiance. Elle ne cacha pas l'incident, fixant des limites à voix haute devant une équipe habituée à de tels comportements. Ce courage eut un prix élevé. Brando, protégé par son statut à Hollywood, fit circuler des rumeurs la dépeignant comme difficile. Les invitations se raréfièrent, les propositions de rôle diminuant tandis que les murmures la qualifiaient de diva ingérable. L'arrogance de Brando était légendaire. Il s'était querellé avec Frank Sinatra, humilié Maria Schneider sur Le Dernier Tango à Paris, testant les limites sans conséquence. Pour Sofia, cet épisode laissa une cicatrice profonde. Il était très difficile de travailler avec lui après cela, confia-t-elle. Chaque scène rappelait le mépris subi. Pourtant, elle refusa d'être définie par cela, continuant à briller dans des films comme Mariage à l'italienne ou Prêt-à-porter. Ce harcèlement illustra comment les puissants pouvaient saboter les carrières des femmes qui osaient se défendre, dans un Hollywood pré-MeToo où le silence était la norme. Passant à une haine plus silencieuse mais tout aussi corrosive, Charlton Heston représenta le clash d'ego qui transforma un tournage en guerre ouverte. Sofia, déesse italienne aux yeux tempétueux et aux formes qui imposaient le silence, était destinée à des mythes éternels. Heston, prophète dans les 10 commandements et guerrier immortel dans Ben-Hur, semblait son égal parfait. Leur réunion pour Elle-ci dans 1961, une épopée historique tournée en Espagne retraçant la légende de Rodrigo Díaz de Vivar, promettait des étincelles passionnées. Au lieu de cela, ce fut un conflit qui débordera du plateau et menaça la carrière de Sofia. Produit par Samuel Bronston avec un budget colossal, le film visait le spectacle grandiose, avec des milliers de figurants et des décors somptueux. Heston, auréolé de son Oscar pour Ben-Hur, se voyait comme le roi incontesté du projet. Sofia, choisie pour incarner Chimène, l'épouse fidèle, arriva avec une assurance forgée par ses succès européens et hollywoodiens. Mais ses exigences déclenchèrent la tempête. Elle négocia un salaire supérieur à celui d'Heston, environ 200 000 $, soit près de 2 millions actuels, et obtint 200 $ hebdomadaires pour son coiffeur personnel. Elle fit traduire le script en italien, le réécrire en anglais à son goût, et insista pour plus de scènes romantiques, refusant d'être une simple décoration. Heston, outré, vit son épopée guerrière se muer en mélodrame amoureux. L'animosité empoisonna le plateau, les retards de Sofia, son perfectionnisme l'agaçait. Il exigea un double pour les scènes où la caméra ne le filmait pas, et évitait même de la regarder dans les moments intimes. Dans la scène finale au lit de mort, il expliqua moqueur regarder vers l'avenir plutôt que dans ses yeux, un mépris glacé perçu comme stoïcisme par le public. L'hostilité s'étendit aux affiches, où le nom d'Heston trônait au-dessus du sien, menant Sofia à poursuivre Bronston pour rupture de contrat, arguant que cela nuisait à son statut. Malgré le succès au box-office, les critiques notèrent l'absence de chimie, Mademoiselle Lorraine et Heston passent la majeure partie du film à se lancer des regards furieux, écrivit Newsweek. Pour Sofia, ce fut une dévastation. L'influence d'Heston à Hollywood, combinée aux rumeurs de diva, ferma des portes. Les studios hésitaient, la voyant comme controversée. Ils m'ont puni parce que je voulais du respect, confia-t-elle. Elle persévéra, mais ce clash souligna comment les égos masculins pouvaient écraser les ambitions féminines. Un coup d'éclat plus médiatique vint de Jayne Mansfield, avec le regard le plus célèbre de l'histoire hollywoodienne. Cette photo iconique, prise en 1957 lors d'une soirée à Beverly Hills, capture Sofia jetant un regard assassin vers le décolleté plongeant de Mansfield. Pour Sofia, ce n'était pas une blague, c'était une peur viscérale que cette soirée ruine son arrivée à Hollywood. À 22 ans, elle venait de signer avec Paramount, et la fête était son couronnement. Mais Mansfield, blonde explosive aux formes extravagantes, arriva en retard, robe échancrée, s'asseyant près d'elle et se penchant pour attirer les flashs. « Regardez la photo. Où vont mes yeux ? Je fixe ces tétons parce que j'ai peur qu'ils tombent dans mon assiette », expliqua Sofia. Les titres ignorèrent son contrat pour se focaliser sur le scandale. Sofia refusa d'autographier la photo par respect pour Mansfield, morte tragiquement en 1967. Ce moment vola sa vedette, la réduisant à une rivale jalouse au lieu d'une actrice talentueuse. Enfin, Gina Lollobrigida incarna la rivalité brûlante entre deux déesses italiennes. Dans les années 1950, leur querelle pour le titre de « plus belle femme du monde » fut théâtrale et publique. En 1954, à un festival londonien, leur tension était palpable. Sofia plaisanta sur ses courbes supérieures, Gina répliqua en la comparant à une chèvre. Gina accusa Sofia d'inventer la rivalité via ses agents.
L'Oscar de Sofia pour la Ciociara en 1960 bascula l'équilibre, la propulsant au devant. À la mort de Gina en 2023, Sofia offrit un tribut gracieux. « Chère Gina, ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours. » Cette rivalité faillit éclipser Sofia, la faisant passer pour mesquine, mais elle transforma l'adversité en force. À 90 ans, ces révélations de Sofia colorent différemment ses films. Peut-on savourer une œuvre en connaissant les tensions en coulisses? Les légendes méritent-elles d'être célébrées pour leur art ou pour leur lutte? Partagez vos pensées.